Oui, merci, bonsoir et merci aux organisateurs donc, de cette rencontre. Je suis Hamza Boukari Yabara, je suis béninois et aussi un peu togolais, secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja. Et effectivement, la question panafricaine est, je pense, importante parce que nous pensons tous la même chose, c'est-à-dire que Ford doit partir, Bongo doit partir, Guélé doit partir, etc. Mais nous n'avons pas de projet commun, alors que nous pensons tous la même chose. Et je crois que la nécessité de penser ce projet commun, on peut le faire justement à partir de tous ces cas d'études, ces cas d'école, qu'ont été le Burkina Faso récemment, qu'est le Togo actuellement, ou même le Gabon. Le Togo, j'y étais, mes 2 derniers séjours ont eu lieu en mai 2015, donc période électorale, et en janvier 2017, donc en début d'année. Dans les 2 cas, je dois dire qu'effectivement la tension était présente. On voit effectivement en arrivant à Lomé de toute manière que le port est le poumon central de l'économie du pays, que tout passe en fait par cet axe très particulier qui était totalement monopolisé par la propagande du président à l'époque en 2015. En janvier 2017, j'ai constaté que la ville était extrêmement quadrillée déjà par les forces de l'ordre, à tel point que, avec un certain nombre de personnes, on a constaté que s'il y avait, je dirais, soulèvement, ou en tout cas mobilisation, ça ne partirait certainement pas de l'ONU. Donc d'une certaine manière, quand on a vu les choses arriver depuis le nord du pays, on a constaté que c'était effectivement une manière intéressante, audacieuse, pertinente d'agir, tout en sachant que cela est lié aussi aux différentes analyses que l'on fait lorsqu'on étudie les pays africains de manière un peu superficielle, le nord contre le sud, des musulmans contre les chrétiens, des Kabyles contre les Koutoukoulis, etc. Donc toutes ces analyses-là, je pense qu'elles sont en train d'être dépassées du fait justement qu'on a une nouvelle sociologie, y compris au niveau donc, des villes, donc une jeunesse urbaine de plus en plus mobilisée, de plus en plus consciente et de plus en plus formée. Néanmoins, ce qu'on constate, et je pense depuis 25 ans, et ce qui diffère peut-être des 30 premières années dites d'indépendance, c'est que sous la période dite plus démocratique du Togo, il y a peut-être eu plus de violence politique que sous la période dite non démocratique du Togo. Donc ça aussi, ça doit nous interroger effectivement sur l'interrogation de savoir si il peut y avoir démocratie dans une néocolonie. Sur la question de la néocolonie, ma position est encore plus radicale dans le sens où le Togo et le Cameroun, qui n'ont pas été juridiquement des colonies, portent l'ADN néocolonial en soi. Et je pense qu'il y a effectivement des choses à regarder du point de vue des Nations Unies, du point de vue du statut de ces territoires et de la manière dont on sait que les décolonisations, les indépendances qui ont lieu dans ces territoires posent également un certain nombre de problèmes juridiques. On est dans des territoires où il y a eu des référendums, où on a fait des modifications territoriales, des partages territoriaux entre la France, la Grande-Bretagne et d'autres intérêts présents dans cette région, dont les Américains. On connaît effectivement aussi donc, le sort de Sylvanus Olympio, donc économiste, qui est passé, je crois, plutôt par la London School of Economics, il me semble, et qui, de ce fait-là, avait effectivement la capacité de renverser, ou en tout cas de rompre avec le système monétaire que la France voulait lui imposer. Donc effectivement, De Gaulle avait en face de lui un client. Et on sait que quand la France a en face d'elle un client, eh bien, elle l'élimine physiquement, et ça a été le cas d'Olympio. Ce qui me semble aussi intéressant et ce qui ressort donc de cet ADN néocolonial, c'est que effectivement le Togo n'est pas souverain et que la question de la souveraineté du Togo doit se poser. Et je pense qu'on a eu pas mal d'éléments qui ont montré quels sont les points qui pèsent sur cette souveraineté. Donc bien évidemment le système oligarchique, familial, clanique, des rotations oligarchiques qui ont lieu au sein donc, d'un même système entre des personnes qui se connaissent. Donc la question effectivement de l'intimité, la connaissance de l'intimité est un élément sur lequel nous devons travailler en sachant que ces intimités et ces interrelations personnelles dépassent les cadres du seul Togo. Un autre élément qui est très clairement apparu, c'est le contexte donc, de militarisation. Donc on est effectivement donc, dans un état policier et mafieux. Et on est aussi dans un État qui, à travers cette question de la sécurité, à travers cette question
du passage soi-disant à la démocratie, illustre aussi ces ces vieux territoires fermés qui ont traversé de l'époque de la guerre froide à nos jours sans finalement bouger d'un iota. Ça aussi c'est extrêmement intéressant, la manière dont ce territoire-là, déjà du temps de la guerre froide, était une chasse gardée de la France, et même après la guerre froide, est restée cette chasse gardée de la France, et de ce fait-là possède effectivement une exceptionnalité en Afrique de l'Ouest. C'est un élément, je pense, qui est extrêmement important. Donc le soutien de la France, bien évidemment, le soutien des institutions financières internationales, qui doit être également ciblé en termes de réponse et de dénonciation. On sait que le Togo, pendant un certain temps, et même encore aujourd'hui, continue à se présenter comme la petite Suisse, alors que nous sommes plutôt dans le petit Chili du temps de Pinochet. Et là aussi, ce sont des éléments très importants sur les crimes économiques qui ont lieu dans ce pays et la manière dont on a énormément de personnes avec du potentiel qui sont obligées de fuir, de s'expatrier et de s'exiler. Donc on a toute une diaspora togolaise, plus ou moins politisée, mais qui en tout cas ne trouve ni d'espace de réalisation économique, ni d'espace de réalisation politique dans la possibilité d'un retour au pays tant que ce système-là est en place. Il y a également donc le bémol très important sur l'implication des Nations Unies, qui est lié au fait que ça a été souligné que le Togo était effectivement un État garnison, mais le Togo participe de plus en plus aux missions militaires des Nations Unies. Donc là aussi, on voit bien que le système d'en face sait jouer sur ses atouts et se donner une sorte de stature internationale. Je pense que la chute de Blaise Compaoré a fait comprendre à Faure que son heure était venue d'être un peu le parrain de cette sous-région. Et quand on regarde effectivement la chronologie, on voit bien qu'il y a une internationalisation de son régime. Il prend des positions, la conférence du sommet sur la sécurité, le projet de conférence Afrique-Israël, un certain nombre de mesures qui montrent que les clés sont passées de Compaoré à Faure. Là aussi, ce sont des éléments, je pense, qui mériteraient d'être davantage creusés. Alors, on est aussi donc dans des régimes qui se sont fondés sur des notions de stabilité, mais qui sont aussi en train, je dirais, d'évoluer. On a des appels de phare qui sont faits au Commonwealth, et là aussi c'est, je pense, une stratégie du régime. On est dans un régime qui sait qu'il est condamné, mais qui cherche en fait à gagner du temps par tous les moyens. Donc on fait des appels au Commonwealth pour sortir un peu de cette francophonie, donc on prend un peu des accents, je dirais, qui viennent de Kigali notamment, dans la manière justement de gérer cette diplomatie de manière très opportuniste, en faisant jouer donc cette menace de sortir de l'espace francophone et de se tourner vers les Américains. Ce sont des points qui me semblent sous-jacents dans la situation actuelle et qui expliquent peut-être aussi la relative réserve de Macron, interrogé sur cette question-là. On a aussi la question du Ghana voisin, puisque Akufo-Addo a été, entre guillemets, mandaté pour s'occuper de ce problème-là, et on sait que la grande chance de Macron de ne pas s'être fait encore davantage humilier à Accra et de ne pas avoir eu en face de lui John Jerry Rawlings, qui lui est très clairement pour le départ de Faure. Donc là aussi, on a des choses qui doivent, à mon avis, se mettre en place au niveau du Ghana, où on sait qu'il y a une présence togolaise très forte, il y a du lobbying qui se fait à ce niveau-là, et aussi on a un autre type de politique et de diplomatie, tel qu'on a pu le voir justement dans ce face-à-face entre Macron et Akufo-Addo. On a aussi, donc dans ce mythe des États qui sont fondés sur la stabilité, cette notion de sécurité qui, je pense, a été bien soulignée. Et effectivement, je rejoins un certain nombre de points qui ont été soulignés, notamment la nécessité de repenser totalement le fonctionnement de l'armée, la nécessité de repenser justement ces questions de sécurité en lien donc avec tout un espace qui fait du Togo une sorte de base arrière du terrorisme. Et on sait que Faure a fait un certain nombre de déplacements dans des zones un peu suspectes, qui posent d'autant plus de questions que le Togo n'est pas un pays officiellement en guerre, mais son économie, son système économique est un système économique de guerre. Donc là aussi, ce sont des éléments sur lesquels il me semble important
de réfléchir. Aujourd'hui, ce qui est demandé de manière, on va dire, publique, c'est probablement donc la démission de Faure, le départ de Faure. Là aussi, je crois que le précédent burkinabé est assez intéressant puisque on a vu la manière dont l'insurrection populaire a chassé Blaise Compaoré, sauf qu'il n'était pas nécessairement prévu de la part des insurgés que Compaoré quitterait immédiatement et si rapidement le pouvoir. Donc c'est la nécessité de prévoir aussi un plan B et des solutions de rechange. Que fait-on si, par un hasard de circonstances, demain, Faure quitte le pouvoir? Que mettons en place? Si tout se passe bien, s'il démissionnait de son bon vouloir, il y a déjà des projets de transition, Premier ministre de transition qui aurait tous les pouvoirs égaliens, on met en place un autre type d'assemblée, probablement une constituante qui devrait réfléchir sur un certain nombre d'éléments et préparer les élections. Là aussi, je crois que la question de la démocratie dans nos néocolonies, je pense qu'il faut la dissocier de la question des élections. Un élément qui fonde la démocratie, c'est la question de la séparation des pouvoirs. Il ne sert à rien d'avoir des élections dans un pays où les pouvoirs ne sont pas séparés, où les pouvoirs sont dans les mains d'un seul homme et d'un seul clan. Donc c'est fondamentalement le système politique qui doit être démantelé et décolonisé. Ce ne sont pas les élections, c'est le système politique qui doit être fondamentalement déraciné. C'est par la question de la séparation des pouvoirs que l'on peut mettre en place notamment, comme d'autres pays le font, en Amérique du Sud ou ailleurs, des mécanismes de destitution de nos chefs d'État. Et ce sont des réflexions que nous devons engager à l'échelle continentale parce que les questions qui se posent au Togo se posent pour une bonne partie de nos pays africains où nous avons des présidents qui s'accrochent mordicus au pouvoir et qui souvent ont hérité ce pouvoir de personnes qui leur ont dit qu'il ne faut jamais quitter le pouvoir vivant. Donc là, ce sont des... et dans le cas de Faure, on sait que c'était un conseil de son père notamment. Donc, il faut vraiment entamer ce travail-là et donc être également présent sur la bataille juridique, puisqu'on sait que ce régime s'est maintenu dans l'illégalité, dans l'illégitimité par des moyens, entre guillemets, légaux, légitimes et juridiques, y compris en faisant appel à des spécialistes de ce droit constitutionnel. Donc il faut qu'il y ait aussi une bataille intellectuelle, c'est très important, et que dans cette bataille intellectuelle, il y ait bien évidemment un soutien large, je ne sais pas s'il reste encore des intellectuels en France, c'est une question que je me pose parfois quand je vois le peu de réactions qu'il y a sur certaines choses qui se passent dans le monde, mais en tout cas il faut que nous soyons en capacité de trouver les bons alliés partout où nous sommes. Je parle de la France aujourd'hui parce que nous y sommes, mais je pourrais parler d'autres territoires. La possibilité qu'on passe par des médiateurs, entre guillemets, non colonialistes, ou non colonisant est effectivement intéressant puisqu'on sait qu'au niveau européen, les autres pays qui n'ont pas ce passé colonial souffrent entre guillemets justement de l'amalgame avec la France. J'ai eu des discussions avec des responsables de l'Union européenne qui traitent les affaires africaines, qui déplorent effectivement que la France sur les questions africaines soit constamment prioritaire. Donc il y a aussi probablement un levier plus fin, plus sophistiqué à faire jouer au niveau des instances européennes. De la même manière qu'on sait que le franc CFA doit être posé au niveau européen parce que c'est Francfort, parce que c'est l'Union européenne, parce qu'il n'est pas normal que ce soit la France, dans cette Europe-là, qui ait le contrôle de ce système monétaire, alors qu'en fait c'est une problématique beaucoup plus globale. Et la France l'a compris en faisant notamment évoluer la question des accords ACP vers la problématique des APE en englobant l'Europe dans son projet. Donc il y a un projet français d'amener l'Europe, notamment l'Allemagne, dans son projet de recolonisation de l'Afrique, puisque bien évidemment la France n'a absolument pas renoncé à son projet colonial. De Macron, lors de son passage sur le continent, enfin dans ses préfectures, comme on dit, je m'attendais, entre guillemets, à plus de dégâts sur le cas du Togo. Je l'ai trouvé relativement, entre guillemets, prudent, évasif et flou. Je n'aurais pas été surpris qu'il utilise l'exemple de ce territoire-là pour mettre en place une autre politique africaine. Et le fait justement que Olivier souligne que ce n'est pas la question de la politique africaine, mais que c'est la question de la doctrine de politique africaine est très intéressant. J'ai l'impression que le cas du Togo reste un peu son joker. C'est un président jeune, c'est un président qui est globalement inexpérimenté, et ce n'est pas lui qui contrôle un certain nombre de choses.
On sait qu'il y a un back-office et que lui ne fait que endosser une fonction. Donc je ne serais pas surpris que dans les mois, dans les années qui viennent, il y ait un projet pour le Togo. En tout cas, la France a un projet pour le Togo. Donc c'est à nous maintenant de proposer un contre-projet. On ne peut pas étaler publiquement devant les caméras sur tous les réseaux sociaux, mais on y travaille. Dans ce contre-projet, il faut bien évidemment poser les questions de politisation, les questions de renforcement, je dirais, des initiatives, et également, bien évidemment, les problématiques économiques telles qu'elles ont été posées. Je pense que la question économique, notamment, doit être posée effectivement sous l'angle des dettes odieuses, de la dette odieuse. Ne serait-ce que pour enlever au peuple togolais un fardeau qui n'est pas le sien. 50 ans de régime, je pense que c'est suffisant. On a énormément de crimes économiques. On a des choses qui vont sans doute se négocier. Là, aujourd'hui, effectivement, l'opposition tient le coup, fait front, même si, effectivement, je déplore fondamentalement l'appel qui a été fait par Kiki Atchadam à Macron pour venir régler le problème. Ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est absolument pas acceptable de la part je dirais, de cette contestation. On a un régime qui est de plus en plus isolé, un président qui est personnellement de plus en plus isolé. On a des chefs d'État voisins qui regardent un peu les choses de loin, parce qu'ils voient que ça bouge ici ou là. On a des événements qui arrivent ailleurs sur le continent africain. La manière dont Mugabe, par exemple, a été destitué, je pense que ça a fait réfléchir dans beaucoup d'endroits. La manière dont les choses vont évoluer au Cameroun et en Algérie, où là aussi on a des régimes ossifiés et en partie fortement militarisés, avec des liens, dans le cas du Cameroun, notamment avec Israël et des questions de sécurité, ce sont également des choses sur lesquelles il va falloir se pencher. Donc, à mon avis, dans les mois, les années qui viennent, je pense qu'il y aura des lignes qui vont fortement bouger autour de cette région et autour du Togo notamment. Et la question, c'est de savoir dans quelle mesure le régime en place partira en s'assurant de laisser le chaos derrière. Donc là, il y a une nécessité, je dirais, d'anticiper les conséquences d'un régime qui finira par tomber. Donc je vais m'arrêter là et je pense qu'on pourra ensuite échanger un petit peu. Merci.